Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et comme à l'habitude, je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario. Je trouve toujours moyen, Guy, de te faire rire dans mes intros. Je cherchais une intro un peu différente cette fois-ci. Puis vois-tu, 8 ans plus tard, je fais toujours la même intro parce que on dirait des fois que j'ai besoin de cette stabilité-là juste pour partir. C'est niaiseux, là. Peut-être que je m'en vais avec une béquille psychologique, là. J'espère que c'est pour moi ta béquille psychologique. Non. Mais tu pourrais, je sais pas moi, être poétique, dire les feuilles qui tombent à l'automne, fidèlement, tu es là à mes côtés. Pour une, je sais pas trop combien, huitième automne. Oui. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a jamais eu la chance de discuter. Les coded UI, donc les tests d'interface utilisateur codifiés, si j'essaierais de faire une traduction. Et notre bon ami Vincent Grondin a accepté de nous parler de ce sujet. Bonjour Vincent. Allô Mario. Hey, salut. Ça va bien Vincent? Très bien, vous autres? Ouais. Écoute, je dis notre bon ami parce que tu es impliqué dans la communauté.net à Montréal depuis plusieurs années. Donc, on te voit, nous, à toutes les activités, on a la chance souvent de te rencontrer. Mais outre ça, comme beaucoup, c'est une petite communauté finalement de monde à Montréal. Maintenant, on connaît toutes les bonnes personnes. Puis aussi, malheureusement, des fois, on connaît les pas bonnes. Non? Mais non, on fait une apartie, là, mais souvent je dis aux jeunes là, qui commencent Montréal, l'informatique, c'est un petit monde. C'est pas long qu'à un moment donné, tu as rencontré des gens avec qui tu as déjà fait des projets dans une autre compagnie, etc. Donc, je dis souvent que en tout cas en informatique, puis je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, surtout les domaines où est-ce que c'est un travail intellectuel, les bons attirent les bons. Donc, tu vas souvent retrouver des bons ensemble, puis malheureusement, les moins bons attirent les moins bons. Donc, t'as des endroits où est-ce que le niveau de compétence n'est pas très élevé, puis il y a d'autres endroits où le niveau de compétence est beaucoup plus élevé. Puis la classe moyenne, elle? Je sais pas si ça existe vraiment en informatique, la classe moyenne, hein? Ouais, sérieusement, je me pose de sérieuses questions là-dessus. Je pense qu'il y a des très bons, puis il y a des très pas bons. 1% de bons, puis 99% de pas bons? Non, c'est plus... c'est quand même... Donc, on dit un peu n'importe quoi, comme... Est-ce qu'on peut dire ça, qu'on dit souvent un peu n'importe quoi? Là, cette fois-là, c'était vraiment n'importe quoi. On s'excuse. Donc, notre invité, Vincent. Puis, on veut parler des tests automatisés, des coded UI tests. Donc, Vincent, tu connais la formule, c'est pas la première fois que tu es invité. Ça fait troisième, je crois. Troisième, hein, ça va vite. Puis, donc, la formule est simple. Au début, on va te présenter, on va faire un petit peu ta bio, permettre à nos auditeurs qui n'auraient pas la chance de te connaître un peu mieux. Et ensuite, on va faire une discussion un peu comme on pourrait faire sur une terrasse, en compagnie de bons amis, où est-ce qu'on discuterait, c'est sûr, d'un sujet technique. Puis, le but étant de permettre à nos auditeurs d'en apprendre un peu plus sur les tests automatisés. Puis ça donne de la chance. Finalement, ça fait partie d'une vision initiale que j'avais, puis que Guy a partagé avec moi, qui était de dire, est-ce qu'on peut faire de la formation continue ailleurs que au bureau ou ailleurs que devant notre ordinateur à la maison? Puis c'était un peu l'idée du podcast, c'est de permettre aux gens qui sont qui sont dans le transport commun ou en auto, de pouvoir se former sur des nouveaux sujets. Vincent, tu fais partie il y a quoi, une dizaine de MVP. Donc, les MVP, on rappelle, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est des gens qui ont reçu une récompense de Microsoft pour leur implication dans la communauté, puis surtout leur talent à divulguer ou former, ou en tout cas s'impliquer dans la communauté, puis aider les gens, finalement, à mieux comprendre les bonnes pratiques de développement. Donc, tu es MVP C#, hein? Oui. Le langage C#. Tu travailles chez Fujitsu.
plusieurs années maintenant. Ça fait presque 3 ans. Ça va vite, hein? Puis, donc, tu fais de la consultation, comme nous tous, dans un cadre un peu différent, pour une grosse organisation. Guy et moi, on est plus des indépendants. Puis, outre ça fait plus que 10 ans, là, même presque 15 ans que tu fais d'informatique. Ça fait en fait 14 ans là, que je suis dans la technologie, là, puis que je roule ma bosse. Là, je te dirais peut-être 9 ans en .NET, 8-9 ans. Donc, 9 ans. Donc, tu as sauté dans le monde .NET tôt, là, au début, là, les années 2001-2002. 2003. Puis, donc, si on essaierait de te qualifier, tu es quelqu'un qui programme plus, C#. C#, je te dirais. Je me concentre surtout dans l'architecture, puis dans dev lead, on va dire. Là. Ouais. Et forcément, quand on fait un peu plus d'architecture, on se retrouve souvent aussi confronté à comment on va assurer la qualité de notre logiciel. Puis il y a deux aspects là-dessus. C'est toute la partie la tuyauterie ou en tout cas toute la mécanique pour avoir un processus de logiciel qui va fonctionner comme il faut. C'est pour ça que souvent on se retrouve à devoir maîtriser un peu plus des outils comme Team Foundation Server, puis comment on gère nos gestions de code source, l'automatisation de nos builds. Et aussi, on se retrouve souvent de l'autre côté à comment on s'assure qu'on fait des tests puis qu'on automatise nos tests pour vérifier que le logiciel fait bien les besoins attendus. Puis c'est ce qui a fait que tu te retrouvais impliqué de plus en plus à aider des organisations puis des équipes à adopter les Coded UI Tests de Microsoft. Oui, un projet en particulier, un projet actuel sur lequel on doit fournir ce genre de service-là à notre client, là, faire des Coded UI Tests. Puis, il ne faut pas juste en faire quelques-uns. Là. C'est une couverture attendue d'environ 70-75% de ce qui est, disons, exécutable par l'application. Écoute, on fait une petite pause puis on aborde le sujet après. Donc, Vincent, justement, quand on aille à la pause, tu nous disais que dans ton projet actuel, tu as aidé à la mise en place des Coded UI Tests. Donc, c'était quoi la souffrance? C'était quoi le problème? Pourquoi les Coded UI Tests? Bien, surtout, il faut se rappeler que les Coded UI Tests, c'est pas juste quelque chose que tu pars en même temps que ton développement. C'était souvent ça, ce qui nous était demandé, c'est tu as 10% de ton projet de fait, puis c'est où mes Coded UI Tests? Ouais, mais j'ai même pas encore d'écran, je sais même pas encore, ça va encore bouger mes écrans. Il faut se rappeler que les Coded UI Tests, c'est un peu la finalité des tests fonctionnels dans le cycle de vie d'une application. C'est, tu commences par faire tes tests fonctionnels, puis après ça, tu te dis, tant qu'à les avoir faits, je vais les transformer en Coded UI Tests. Donc, tu peux, disons, bonifier la partie test fonctionnel de ton application. Donc, à la base, le but, c'est de faire la vérification des fonctions attendues du produit. Oui. Donc, des tests fonctionnels. Puis c'est des tests qu'on fait dans l'interface utilisateur. C'est pour ça qu'il y a le mot UI, coded pour code, UI pour interface utilisateur. Donc, on va codifier, on va programmer un test qui va rouler dans l'UI. Le UI, actuellement, on fait ça manuellement, on clique sur les boutons. Donc, c'est quoi? Le produit va simuler les clics des boutons? Bien, c'est que tu as deux choix. Quand tu te lances dans un Coded UI Test, soit tu le fais à la manière que j'appellerais plus traditionnelle, donc avec un produit qui s'appelle Microsoft Test Manager, qui est un produit qui, lui, va enregistrer tout ce que tu fais, tous tes clics, tout le kit. On va en reparler plus tard. Puis, l'autre façon de faire, c'est de se dire que tu ne passeras pas par ce logiciel-là, puis tu vas directement aller dans Visual Studio, puis tu vas tout programmer toi-même avec un petit helper, là, le Coded UI Test Builder. Puis, ce petit helper-là va t'aider à, disons, repérer tes contrôles, il va générer du code pour toi, mais tu vas avoir plus de programmation. Je te dirais que c'est un chemin qui ressemble plus au chemin qu'un développeur prendrait habituellement. Mais là, tu dis qu'il va y avoir plus de programmation. Est-ce qu'on va coder littéralement ou l'outil que tu me parlais, le recorder, j'entends le mot recorder, donc est-ce que c'est plutôt l'enregistrement des actions qu'on fait à l'écran? Oui. Il y a ça. Il y a le petit Coded UI Test Builder, qui est l'outil dans Visual Studio, pour ceux qui veulent y aller plus comme par programmation. Lui enregistre certaines séquences que tu lui dis d'enregistrer, mais toi, tu finis inévitablement par coder aussi. Peu importe quelle façon tu prends, mais tu vas coder plus quand tu vas prendre le Coded UI Test Builder. Est-ce qu'on peut faire une similitude nos auditeurs sont peut-être familiers avec les outils de screencasting. Donc, les produits qui permettent de t'enregistrer quand tu utilises un logiciel, puis là, ça fait un beau petit vidéo.
Donc, ces recorders-là, c'est ça qu'ils vont faire. Ils vont enregistrer ce que tu fais dans le logiciel, mais c'est pas une vidéo l'utilité à la fin, c'est ils vont transformer ça en code pour que tu puisses rejouer tes interventions manuelles que tu fais à la demande, donc les rejouer indéfiniment finalement. Effectivement. Si tu prends le chemin MTM, donc le chemin Microsoft Test Manager, qui est peut-être plus le chemin traditionnel qu'un testeur fonctionnel prendrait, tu te trouves à enregistrer ce qu'on appelle des strips de test qui vont être mis dans ton TFS, puis que tu pourras choisir d'automatiser ou de transformer en Coded UI Test plus tard, oui ou non. Tandis que si tu passes par le Coded UI Test Builder, c'est directement toi qui fais le chemin devant devant le Coded UI Test Builder. Puis à ce moment-là, quand tu pèses sur le bouton « Je veux générer », ça génère du code. Mais ça n'enregistre pas tes actions vraiment, puis ça ne les store pas dans un item de travail, le Coded UI Test Builder. C'est comme un outil on the fly. OK. Donc, tu as parlé qu'il y a deux approches pour le cycle. On va prendre l'approche traditionnelle, celle où est-ce qu'on a des gens qui font des tests dans notre organisation. Donc, qu'est-ce que un outil comme le Microsoft Coded UI Test vient changer? Parce que l'approche traditionnelle, c'est essentiellement les testeurs font des test plans, ils exécutent leurs test plans manuellement, et à la fin, ils disent ça passe pas, puis là, ils ouvrent des bugs, ils retournent ça aux développeurs, les développeurs corrigent les bugs, ils retournent ça à l'équipe de test, qui eux autres, ultimement, un jour, ferment le bug parce qu'ils disent OK, le problème est résolu, puis le logiciel fait le comportement attendu. Donc, ça vient changer quoi dans ce cycle-là? Effectivement. Habituellement, traditionnellement, les gens, ils prennent Excel. C'est ça leur MTM. Ils prennent Excel, ils mettent tout le step dans Excel, puis on met une petite colonne pass to fail, puis ils cochent ça. Ou pire encore, c'est crayon papier. Donc, ils mettent leur test, c'est-à-dire, ils font un code test avec une séquence d'étapes. Tout à fait. Étape 1, étape 2, étape 3. Démarrez le logiciel, loguez-vous en utilisant tel username, tel password, cliquez sur telle fonctionnalité, entrez telle donnée, sauvegardez. C'est des tests manuels là, qui sont faits avec un script, là, finalement. C'est un script, puis grosso modo, souvent dans leur Excel, ils vont avoir la colonne pass ou fail, puis là, ils cochent en disant, lui, ça passait, puis à un moment donné, ils disent, cette étape-là, elle marche pas. Si on prend le cas de 2010 ou 2012, tu peux créer un test case, puis un test plan. Mais là, on a parlé, est-ce que l'utilisateur, le testeur, fait ça dans Excel ou c'est un produit complètement indépendant d'Excel? Tu démarres ton produit qui s'appelle MTM, puis tu crées ton test case, puis tu mets des étapes à ton test case, qui sont exactement les mêmes étapes que tu aurais mis dans ton Excel. Sauf que là, tu le mets dans un logiciel, puis tu expliques à ce logiciel-là quel est le comportement attendu. Donc, quand tu utilises MTM, ça n'a rien à voir avec Excel. Rien à voir avec Littéralement, Excel. tu lances le MTM et lui, ça va ressembler un peu à un spreadsheet parce qu'ils ont repris la même métaphore, mais tu vas définir tes fameuses étapes, les 18 étapes pour faire un code test. C'est aussi simple que ça. Tu peux l'utiliser de cette façon simple-là. Juste pour te dire que c'est comme mon crayon et mon papier. Puis, juste pour confirmer, MTM, est-ce que ça vient avec Visual Studio? Non, c'est un SKU différent. Ça vient avec Test Professional, sauf si vous avez Ultimate. Si vous utilisez Visual Studio Ultimate, il est compris dans le SKU. OK. Mais si vous voulez l'acheter séparé, c'est le SKU qui s'appelle Test Professional. Par SKU, c'est l'acronyme pour souvent définir une version du produit Visual Studio. Donc, on rappelle que tu as la version professionnelle, la version Premium, Ultimate. Donc, il y a 3 versions. La professionnelle, Premium, Ultimate. Et à côté du Visual Studio, il y a un autre produit qui s'appelle Test Manager. Professional. Test Professional qui, lui, existe juste dans une seule saveur, la version professionnelle. Et comme tu disais, si tu as acheté le Visual Ultimate, on te donnait un Test Professional avec. Tout à fait. OK. Bon, parfait. Donc là, on a fait le résumé un peu de ce que ça prend. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que si vous voulez utiliser la finalité d'un test fonctionnel enregistré puis pouvoir le transformer en Coded UI Test, ça vous prend Visual Studio Premium ou plus. OK. Donc, ça, parce que le testeur, lui, il va se servir du Test Manager pour définir son test et à un moment donné, pour l'exécuter, pour manuellement l'exécuter, dire je fais faire les fameuses 18 séquences, puis cocher, dire ça a passé, ça n'a pas passé. Puis, théoriquement, s'il a exécuté son test de façon manuelle, est-ce qu'il va être capable aisément de transférer ça pour en faire un test automatisé? Oui. Ça, c'est un peu la façon standard d'utiliser ces outils-là ensemble. Là. Mais comment ça va être facile pour d'être transféré? Y a-tu comme un enregistrement qui se passe en arrière de la couverte? Oui, c'est quand tu es dans MTM puis tu vois ton test case avec tes étapes, tu peux lui dire « je veux exécuter ça ». Ce qu'il fait, lui, c'est qu'il part MTM en mode runner, donc Microsoft Test Runner, qui est l'enregistreur d'étapes. OK. Donc, d'un côté de ton écran, lui, il va resizer ton écran pour prendre le côté gauche de ton écran, qui prend peut-être 30% de l'écran, qui, lui, n'enregistre rien de ce qui se passe là-dedans. C'est ta feuille d'étape. OK?
Et puis, côté droit, c'est ton espace enregistré. Donc, c'est là que tu vas démarrer ton application, que tu vas suivre les étapes, finalement. Ce que ça enregistre différentes choses, dont les clics de souris où c'est que tu es fait par position. Mais pour de vrai, ça ne sert pas de la position si ça n'a pas de besoin. Ça le prend en compte, mais s'il arrive à retrouver le contrôle sur lequel tu as cliqué ou tu t'es positionné ou tu as déplacé sans l'utiliser par la position, ben, il va utiliser d'autres mécanismes. Il y a 4 façons différentes Parce de que faire Vincent, ça, là, des enregistreurs de position, c'est pas nouveau, là. Ça existait fin des années 90. Il y avait même un produit que Microsoft avait fait à l'époque qui s'appelait MS-Test, qui a été vendu à, je pense, à Rational à l'époque, qui faisait ça, qui enregistrait les positions, puis tout le monde a voulu quitter ça et se tenir loin de ça parce que c'était pas fiable. Ben, pas que c'était pas fiable, c'est que c'était trop fragile. Dès qu'on modifiait un peu le code, le test était plus bon, il fallait tout se réenregistrer. Donc, dans quelle mesure c'est différent de la technologie de Microsoft en 2010? Ben, présentement, il y a 2 technologies. Il y en a une plus vieille qui est, je pense, UAC. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est utilisée pour retrouver une fenêtre à l'écran. Une fenêtre, vraiment juste une fenêtre, pas les contrôles sur une fenêtre. Puis une fois qu'il a trouvé la bonne fenêtre, là, il va se servir d'une autre technologie. Je ne me rappelle plus du nom, là. Mais c'est une technologie qui se base sur 4 patterns différents pour essayer de trouver ton contrôle. Le dernier étant la position, le premier étant l'Automation ID. OK, donc là, ce que tu nous dis, c'est que ces outils-là, contrairement à les outils qui servaient juste de la position, ils vont vraiment explorer parce qu'ils ont la capacité de fonctionner très étroitement avec le système d'exploitation. Ils vont explorer la hiérarchie des objets à l'écran, puis ils vont se servir de cette hiérarchie-là pour dire voici ce que. Donc, si tu déplaces, mettons, tes objets plus tard, le test va encore fonctionner parce que c'était pas la position qui s'est souvenu, c'est plus je vais aller cliquer le bouton qui est dans la fenêtre. Puis à ce moment-là, le bouton il peut changer de place. Tant que l'objet existe toujours, que ce bouton-là existe toujours avec le bon ID, le test fonctionne toujours. Effectivement. C'est sûr que ça commence à être plus complexe parce que comme tu l'as dit, cet outil-là, il explore la hiérarchie visuelle, le Visual Tree, on va dire, de l'EPF, disons. Là. Puis là, c'est sûr que si tu changes le parent visuel d'un bouton, il va peut-être falloir que tu replaces un peu. Évidemment, si tu déplaces un bouton, tu l'envoies dans un autre formulaire, oublie ça, là, ton test, il marchera plus, puis il va falloir que tu le refasses. C'est ça. Ou peut-être si tu as des objets complexes comme des grilles. Ça, les grilles, on va en parler un petit peu tout à l'heure, ça virtualise son contenu. Donc là, tu peux pas juste dire à la row numéro 21, son Automation ID, je veux que ça soit 21. La row, elle n'existe pas, parce que c'est pas combien tu vas en avoir de row. Ouais. J'ai expliqué tout à l'heure comment Donc, mais principalement, ce que je comprends, c'est que ces outils-là, comme le Microsoft Test Manager, contrairement à tous les outils de test qu'on avait connus dans les fin des années 90, début des années 2000, c'est une autre catégorie d'outils où là, on va avoir une intelligence sur qu'est-ce qui est affiché, les objets, la hiérarchie des objets affichés à l'écran, et c'est là que l'intelligence fait en sorte que le produit devient extrêmement puissant. Oui. Puis tout ça couplé à tout ce qui est enregistré dans TFS, ça fait en sorte que prenons l'exemple du projet dans lequel je suis. Nous, on sait déjà qu'on va avoir des testeurs qui vont passer leur journée à lire des scénarios de tests et à exécuter l'application. Donc, tant qu'à les voir faire ces tests-là, aussi bien les enregistrer, parce que moi, je ne veux pas payer pour un testeur qui joue 42 fois le même test. Ah, OK, donc là, ce que tu es en train de nous Je veux dire... qu'il fasse 42 nouveaux cas de test. Donc, il va refaire toujours juste le premier qui enregistre, et ensuite... Est-ce que c'est le testeur qui va transformer ça en un test automatisé? Bien, le testeur pourrait, à la longue, oui, effectivement, prendre le logiciel dans Visual Studio et dire, à partir de ce test case-là, pourrais-tu, s'il te plaît, me créer un coded UI test, puis en suivant 2-3 petites recettes, ajuster le début du test pour qu'il démarre l'application localement. Le coded UI test, c'est-tu écrit comme dans un langage de script? Ou... C'est du C# ou du VB. C'est du .NET, littéralement. C'est un projet. C'est un projet de test qui... même, en fait, je vais aller plus loin que ça, c'est des unit tests. Ils servent de l'engin, ils servent de MS-test, finalement. Donc, un développeur, lui, il regarde ça, quand on dit générano un test, il regarde ça, lui, il se sent comme à la maison, il dit, c'est du code C#. Et puis, pour lui, c'est assez facile. Mais à ce moment-là, le testeur ou le développeur qui prend le test automatisé, y a-t-il quelque chose à faire dedans ou il peut le prendre tel quel puis juste le rouler? Ben, c'est sûr qu'il y a une couple de petits ajustements. Si tu as, comme nous on a, un environnement de test automatisé qui roule ces tests-là le soir puis qui déploie ton applique, c'est sûr que le application start, là, il ne sera pas le même entre ce mécanisme-là qui roule la nuit versus le poste du testeur.
Dans le poste du testeur, ça va être C, app, je sais pas quoi. Puis sur le poste déployé, ça risque d'être quelque chose, un pad différent. Fait que tu as une petite manipulation à faire au démarrage du test pour lui dire, je suis en processus automatisé ou je suis en train de rouler sur un poste. Et puis à la fin aussi du test, tu ne voudras certainement pas terminer ton test en disant juste close. Tu vas sûrement vouloir tout englober ça dans un try-catch ou utiliser les tests finalize, là, des unit tests. Là. Parce que disons que tu as enregistré un test, puis que ton test démarre, puis en plein milieu de ton test, ça crash. Ben là, ton unit test, il génère une exception, il saute, il ferme, mais ton unit test est terminé, mais ton applique, elle reste là. OK. Fait que si tu as 500 coded UI tests qui roulent la nuit, puis ta BD était off, ben tu vas arriver le lendemain, tu vas avoir 500 instances de ton applique de partie. Donc, il y a un petit peu de programmation à faire là pour t'assurer que tu fermes bien l'application entre chaque test, des choses comme ça. Est-ce que, ton expérience personnelle, est-ce que les testeurs, absolument, se sentent assez familiers pour embarquer et devenir les gens qui automatisent les tests ou, finalement, il a fallu dans vos organisations que ça soit plus comme certains testeurs qui décident de prendre cette responsabilité-là sur leurs épaules? Présentement, nous, on le commence avec la vision qu'on a comme 4000 tests à écrire, là, puis je ne sais pas combien de milliers automatisés. Quand tu dis 4000 tests, c'est des scénarios de tests. Donc, les fameux user stories que vous pouvez avoir, à chacune, on va créer un test. Un autre. Fait que c'est sûr qu'on va promettre ce load-là en plus sur l'équipe de testeurs. Fait que nous, on a des gens, des programmeurs qui, une partie de leur temps est dédiée à transformer les enregistrements des testeurs en coded UI test. Mais plus le temps va avancer, plus les testeurs vont être habitués de voir ce genre de choses-là. On va pouvoir les former, on va avoir plus de temps. Puis un jour, ils vont être capables de faire toute la boucle tout seul. Puis là, tu travailles dans le cadre d'un gros projet, une grosse équipe, mais on pourrait peut-être penser que dans je sais pas moi, dans une entreprise où on a une personne qui joue le rôle de testeur, qui ne fait que des tests, mais elle pourrait facilement apprendre là, les étapes là, pour surtout customiser. Surtout c'est une base en .NET. Okay. Mais là, pourquoi on prend tout cet effort-là pour automatiser ces tests-là? C'est quoi le bénéfice? Je te dirais, comme je te disais tout à l'heure, une fois qu'un test est joué, il n'y a pas de bénéfice à savoir que tu es capable de le jouer 42 fois. Ce qui est le fun, c'est que tu es capable de dire, là, il est fait, je l'enregistre, je l'automatise, puis on le roulera 42 fois dans les 42 prochains jours. Donc à toutes les nuits, vous reroulez ces tests-là pour vérifier que le logiciel fournit toujours les comportements du passé, qu'il n'y a pas de régression. Exactement. C'est pas du regression testing. C'est exactement pour ça, en fait. Puis votre expérience, est-ce que à tous les jours, est-ce que vous trouvez des problèmes de régression avec ce genre d'études-là? Là, on était à l'itération 1. Ouais. Donc, on était en train de finaliser puis de commencer nos premiers coded UI tests. Donc, on s'en reparlera dans 2 mois. Moi, je peux te dire que pour avoir utilisé ces technologies-là, c'est... je peux pas dire le terme décourageant, parce qu'on se pense vraiment bon, puis on dit « il n'y en aura pas tant que ça », et c'est effarant comment il y a des problèmes de régression qui sautent, puis souvent on n'aurait même pas vu. C'est un peu le même effet que quand on met en place l'intégration continue. Tu sais, la première fois, tu te demandes, on va intégrer. Non, voyons, ça intègre toujours nos builds, voyons donc. Puis la chose qu'on se rend compte, c'est que les builds brisent tout le temps. Puis que là, ça va prendre un petit peu plus de maturité comme organisation. Les coded UI tests, en tout cas pour mon expérience personnelle, dans toutes les organisations où je les ai utilisés à date, là, ça demande un peu plus de maturité. On se rend compte que, faut augmenter notre niveau de maîtrise de ce qu'on fait parce que finalement, tous les jours, on a le beau feedback de dire, hey, ce qui marchait hier marche plus. Ouais. Puis c'est pas juste ça, tu me parles de regression testing, mais c'est aussi qu'il faut changer certaines habitudes pour les développeurs. Là, il faut être beaucoup plus discipliné. Puis pour les testeurs aussi, ça change. Il faut que tu t'assures que quand tu cliques à quelque part, ça aille enregistrer dans le logiciel MTM parce que il t'envoie un petit signal MTM, là, puis il te dit « J'ai rien compris d'où ce que tu as cliqué. » Ouais. Ça, c'est pas juste « C'est pas grave, puis on continue d'enregistrer. » Ça veut dire, tu lèves le flag, tu vas voir le développeur, puis tu lui dis « Tel contrôle, j'ai jamais été capable de le voir dans MTM, tu as fait quelque chose de bizarre avec, ou tu as oublié de mettre ton Automation ID, ou il n'y a pas de name, ou... » C'est ça, le développeur, il faut qu'il nomme ses objets, en tout cas les objets importants de l'interface utilisateur, sinon tu ne seras pas capable d'automatiser un test dessus. C'est clair. Ça, c'est le numéro 1 qui hérite tous les devs. Là. Je sais que moi, la raison principale pourquoi les tests automatisés comme ça, il y avait une adoption, c'est que dans un processus agile, mettons sur un sprint de 3 semaines, la réalité, c'est que
vers la fin d'un sprint, on est toujours en train de retester nos stories parce qu'on fait le dernier peaufinage. Et là, si on veut faire ça manuellement, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'on sera jamais capable de tester puis de faire le rythme qu'on aurait besoin dans les 4, 5, 6 derniers jours parce que c'est beaucoup trop intense. Les tests automatisés, ce qu'ils vont permettre, c'est, parce qu'ils sont automatisés, de les rerouler puis d'avoir cette boucle de rétroaction rapide-là en disant, oui, on a encore corrigé de quoi ou on a encore ajusté de quoi, puis la story marche toujours. Puis donc c'est beaucoup de défis que le monde dit moi, mais comment on peut réussir à vraiment être capable de tester en même temps qu'on développe dans le même sprint, pas tester le sprint subséquent qui est une pratique que beaucoup d'organisations ont fait, mais qui est peut-être pas la meilleure pratique, c'est en ayant le test automatisé. Puis c'est une des raisons pour laquelle beaucoup d'organisations décidaient d'adopter ça, parce qu'ils voyaient ça comme la technique pour y arriver. Puis comme je te dis, souvent ce que ça démontre à l'équipe, c'est qu'il faut qu'elle augmente son niveau de maturité, comme tu as dit, avoir des meilleures pratiques pour nommer, tout ça, pour simplifier le travail. Mais ça a l'avantage, pour l'avoir vécu, que les équipes réussissent à ce moment-là à faire leur test dans le sprint. C'est clair. Tu sais, je vais te donner un autre gotcha. Si tu décides que tu automatises tel cas d'essai, puis que tu l'automatises avant qu'il soit vraiment complètement fini de designer, ben tu vas peut-être te rendre compte à un moment donné que, oups, mon cas, on l'a testé, il marchait, mais le gars a déplacé, je sais pas moi, a changé. C'est plus une grille, c'est rendu un combo box, une liste ou je sais pas quoi. Là, oups, il faut que tu recommences pas juste ton enregistrement, mais ton code du UI test. C'est pour ça que je disais en début d'émission que c'est la finalité d'un test fonctionnel. Quand tu es sûr qu'il est fini, là, tu le passes en code. Mais on teste quoi au juste? Ben, je te dirais que moi, les choses qu'on teste, c'est on teste surtout la business. Là, si j'ai une calculatrice, je vais tester que 3 plus 3, ça donne 6. Puis je vais dire, enregistre que je pèse sur le 3, que je pèse sur le plus, puis que je pèse sur le 3, puis assure-toi que dans le text box, puis là, je vais pointer le petit text box, là, que dans le text box, il est marqué 6. Mais là, c'est super important ce que tu viens de dire. On peut faire une différence entre le code qui va rouler dans le UI, dans la partie présentation, de la logique qui peut rouler sur le back-end. On ne voudra pas tester la logique de back-end, la finalité dans le UI. On va vouloir tester la finalité de l'interface usager en tant que telle. Ouais. Si tu le vois pas dans le UI, tu le testes pas. Nous, c'est notre philosophie. C'est le point d'entrée, c'est le UI, puis le point d'assertion, ça devrait être le UI aussi. C'est la grande force des codeurs du UI test. Contrairement à toutes d'autres techniques de test, puis c'est que absolument les autres techniques de test, on va penser par exemple à tout ce qui est les fameux tests automatisés, où est-ce que on va essayer d'automatiser à partir de nos scripts et tout. Souvent, ces techniques-là vont te forcer à revoir l'architecture de ton application. Il va falloir souvent, par exemple, que tu fasses une grosse dissociation entre la couche présentation et tes contrôleurs. Les codeurs du UI test, ton application peut être, je vais prendre un terme qui peut sembler péjoratif, là, une grosse boîte de boue. C'est-à-dire que tout est collé ensemble. Il n'y a rien qui est vraiment, on n'est pas du tout en architecture en couche. C'est pas grave pour un code de UI test parce que tout ce que tu testes, c'est le UI. Donc, si tu t'en fous comment c'est fait en arrière, donc le coût de décider de l'adopter est très minime parce que tu n'as pas besoin de changer aucunement tes pratiques de développement logiciel. Tu as juste besoin de décider que tu vas automatiser des tests. Contrairement à toutes les autres pratiques, je pense par exemple le TDD, puis le Behavior Driven Design, donc toutes ces techniques de tests automatisés que beaucoup de la communauté agile utilise, ben ça ne se fait pas si tu revises pas tes pratiques d'architecture, ce qui n'est pas le cas avec les codes du UI test. C'est vrai. Fait que concrètement, j'ai un formulaire, par exemple, là, où je saisis une coupe d'informations, j'ai une coupe de drop-down, des list box, je saisis l'information, je clique sur, j'ai un bouton OK Cancel. Alors, comment je peux tester une fenêtre comme ça? Bien, techniquement, tu aurais déjà créé tes étapes dans MTM, qui est une liste de, entre Allo dans le premier textbox, choisis masculin ou féminin dans le drop-down, puis paye sur OK. Donc ça serait tes 3 étapes. En fait, la première étape, ça serait démarrer l'application. Fait que là, tu t'en irais dans ton MTM, tu le partirais en mode exécution, puis là, tu partirais ton exécutable, puis tu commencerais à lire les options, tu commencerais à lire les étapes. Il te dirait, va dans le formulaire, dans tel textbox, mets telle valeur. Et souvent, on va avoir utilisé une petite propriété un petit artifice dans MTM qui permet de présélectionner les valeurs d'avance. Parce que souvent, ça arrive, ça qu'on dit au testeur, va dans tel écran puis rentre des valeurs. Puis là, dépendamment des valeurs qui rentrent, tu n'as pas tout le temps le même résultat. Fait que ça, on voulait éviter ça dans MTM. Fait qu'ils ont dit, on va te laisser un endroit dans MTM où tu es capable de rentrer
la valeur qui est attendue, c'est quoi. Puis là, en te positionnant sur un text box, disons, tu as juste à faire CTRL-V, puis la donnée associée à l'étape actuelle va se faire paster dans le text box. Puis ça, c'est la donnée que le testeur a choisie quand il a créé les étapes. Ça, parce qu'habituellement, le testeur, lui, quand il fait son plan de test, il y a toujours une dernière étape qui est, il va vérifier que le résultat attendu est le bon. Ouais. Puis donc, lui, s'il y a des valeurs prédéfinies, il faut que ce soit ces valeurs-là. S'il va avoir son résultat, comme tu as dit, si on fait 3 plus 3, puis tu attends la valeur 6, ben il faut pas que ce soit 4 que tu mets, puis le chiffre 8, parce que ça va faire 12. Puis là, ton test, il ne marchera jamais. Voilà. C'est pour ça que ces données-là sont assez importantes. Puis je vous dirais, je vais aller plus loin. Quand tu veux, quand tu as, mettons, disons que tu as 20 étapes à suivre, puis à l'étape 15, tu as une erreur, une exception qui arrive. Ça arrive là, que tu n'arrives pas à finir le test que tu voulais faire. Tu peux terminer ton test, créer un bug. Tout ça, c'est tout automatisé dans MTM. Ça capture tout ça. C'est la beauté de MTM. Oui, c'est que tu vas pouvoir créer un bug avec un clic ou 2 clics de bouton, puis un bug qui va être créé avec toute la documentation pendant que tu faisais le test. IntelliTrace, si tu as choisi de recorder une vidéo, ça a recordé vidéo, ça clique. Répète ça, là. Si tu as choisi une option de recording vidéo, ça l'a pris un vidéo comme un Camtasia, là, un vidéo de ce que tu as fait. Ça peut rouler sur un serveur de build, ça? Non. Ou un serveur de test. Ça, c'est l'enregistrement par un manuel, par un testeur. Ah, OK. Quand c'est rendu enregistré. C'est fabuleux si tu penses à ça. Le développeur, lui, a un bug qui est ouvert dans son Team Foundation. Quand il ouvre la description du bug, ça lui dit, voici toutes les étapes qu'il a faites. Puis le testeur n'a pas besoin de copier rien. Ça s'est tout auto-documenté. Et en plus, il y a un petit bout de film qui montre étape par étape tout ce qui se passait à l'écran. Qui lui prouve qu'il y a un bug. Oui, parce que souvent, tu sais, voyons, ça marche sur mon poste, mais là, tu regardes, moi, je te démontre avec un bout de film que ça n'a pas marché sur le mien. Parce que ça, c'était le but. Puis comme tu as dit, encore plus, c'est que si t'as cliqué que tu voulais avoir l'IntelliTrace, donc il va même avoir gardé une trace de débogage que tu pourrais te servir pour refaire la session de débogage sur le poste du développeur. C'est sûr que là, il y a toute une mécanique à mettre en place. C'est pas magique, mais les développeurs, quand ils viennent familiers avec ça, ils sont capables à ce moment-là de se servir de l'IntelliTrace pour dire, OK, je vais repasser dans la même stack puis voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la pile, par exemple. Puis je vais te dire, je vais aller plus loin que ça. Moi, mes développeurs, quand il y avait 20 étapes à suivre, puis pas mes développeurs, mais mes testeurs, quand il y avait 20 étapes à suivre puis que ça crashait à l'étape 15, ils étaient tous déçus que là, non, je n'ai pas réussi à me rendre jusqu'au bout. Puis là, je le disais, enregistre quand même. Ouais. Même si c'est une strip qu'on sait qu'on ne transformera pas en coded UI test, enregistre quand même parce que quand le dev va te dire, je l'ai fixé, tu vas juste avoir à le réouvrir et à dire replay dans MTM. Il va tout te refaire les étapes que tu as faites, remettre les mêmes valeurs, faire les mêmes clics. Il va te ramener à l'étape 15. Puis il va t'arrêter à l'étape 15. Puis il va dire, à partir de là, je ne sais plus quoi faire. Fait que là, c'est à toi de continuer. Puis là, tu vas continuer. Puis tu vas te rendre compte que ça ne crash plus. Il a vraiment réglé le problème. Puis là, tu vas juste dire à la fin, oui, enregistre par-dessus ce que tu viens de faire là. Puis là, tu as sauvé plein de temps. Tu n'as pas été obligé de tout refaire. Donc ça, c'est l'autre magie, parce que tu avais activé ton recorder. Tu vas être capable de, comme tu as dit, de rejouer le jeu de test sans que tu aies besoin de faire toutes les étapes manuelles, en tout cas les 15 premières étapes. Ouais. Donc, les équipes de test, habituellement, quand ils voient, puis moi j'ai une anecdote là-dessus, mais quand ils voient ces produits-là, habituellement, eux autres, là, ils salivent. Là, c'est comme, je le veux. Sais-tu, ton expérience personnelle avec tes testeurs chez vous, c'était quoi la réaction par rapport à MTM au début? C'est sûr qu'au début, ils étaient enthousiastes de voir qu'il y avait un outil, mais la mise en place de tout ça, ça demandait beaucoup plus de rigueur que juste partir un Excel, puis le faire de la façon traditionnelle. Puis c'est une façon qui est éprouvée puis qui marche bien, puis tous les testeurs connaissent cette façon-là. Donc là, il y avait des règles à suivre. Il faut que tu fasses ça comme ça, puis quand tu vois tel petit message dans le coin, tu peux pas l'ignorer, ça c'est important, il faut que tu te lèves, il faut que tu avoir le dev, il faut que tu dises ça marche pas, puis là, comme là, ton test case est bloqué, tu passes à un autre. C'est plus rigoureux. Ouais. Mais quand tu en as 4000 à faire, ça vaut peut-être la peine. Puis quand tu en as beaucoup. Moi, j'ai une anecdote là-dessus parce que, pour la petite histoire, j'ai travaillé beaucoup avec Microsoft pour définir ce type de produit-là. Puis en 2007, le produit n'existait pas. Donc, Microsoft faisait juste nous faire des storyboards. On veut faire ça. Puis je me souviens, moi, j'étais dans une salle, on était peut-être une vingtaine de personnes, 25 personnes. Et avec nous, il y avait la directrice en chef de tous les tests pour MySpace. À l'époque, en 2006-2007, MySpace, c'était encore un site gros. Là. Ouais. Maintenant, ça serait peut-être plus Facebook ou quelque chose comme ça. Puis je me souviens, à l'époque, elle voyait juste les storyboards, puis elle dit « Je le veux!
Je peux-tu l'avoir? J'en ai besoin demain matin. Puis là, les gens de Microsoft disent, ben là, donne-nous le temps de le développer. Mais elle dit, si vous ne faites ça, moi, c'est sûr que je la jette pour toute ma gang parce que ça va me sauver tellement d'argent. Parce que pour elle voyait beaucoup la somme de dollars sauvegardée à cause que les tests vont pouvoir se faire beaucoup plus rapidement. Puis c'était juste pour du test manuel. Elle pensait même pas automatisation. Puis là, l'outillage maintenant de 2010, c'est que c'est pas juste que tu fais tes tests manuels, en tout cas, tu sautes du temps des tests manuels, c'est que tu peux automatiser. T'as encore un autre bénéfice. C'est pour ça que je sais que Microsoft, là, ils pensaient que la part de marché serait minime, puis ils sont comme un peu abasourdis comment le marché adopte avec force le produit, parce que pour eux autres, les produits compétiteurs, ils pensaient peut-être prendre quelques parts de marché, puis là, ils sont en train de tasser les produits la compétition. compétiteurs, il y en a pas des centaines, là. Puis quand on tombe, c'est Mercury, puis ça coûte un bras, là. Puis t'as l'autre Test Complete de Smart Beer, qui est un autre produit. Mais tu sais, t'as pas 25 produits dans ce marché-là. Et parce que c'est complexe, c'est super complexe là, de faire un outillage pour ce type de test-là. Là. C'est pour ça qu'il n'y a pas une centaine de compagnies qui en font. Là. Ouais, il y en a plusieurs compagnies. Telerik ont leur propre suite de test. Beaucoup de compagnies third-party de contrôle visuel ont décidé de ne pas automatiser leur contrôle pour qu'il soit supporté de facto par l'outil de Microsoft. Ils se sont dit, pourquoi on ferait ça? On ne bloquera pas. Si tu veux le faire, toi, continue notre job, mais nous, on se crée notre propre outillage à côté. C'est un bon point que tu amènes. Donc, on parle que Telerik ont un outil, justement, pour faire des tests automatisés. Puis, parce que eux autres ont vu ça comme étant, vu qu'ils avaient déjà investi beaucoup pour faire des composantes, ils ont dit, on va investir maintenant pour, parce qu'à un moment donné, ils cherchent d'autres, comment augmenter leur part de marché puis aller chercher des nouveaux marchés. Puis, ils ont vu des outils de tests comme étant une belle opportunité. Puis, c'est ce qu'on trouve, là. T'as Microsoft qui est un gros joueur, t'as HP avec Mercury, t'as Smart Beer, mais t'as aussi des fabricants de composantes qu'eux autres aussi. Donc, rapidement, là, on pourrait facilement, en faisant une petite recherche sur votre outil de recherche préféré, que ce soit Google ou Bing, identifier une dizaine de produits, là, juste pour la plateforme .net, là, en 1 heure ou 2. Un 7-8 certain, là. Puis là encore là, moi, en tout cas, mon expérience personnelle par rapport à ça, c'est chacun a leur force, chacun a leur faiblesse. Donc, il n'y a pas comme le produit que tout le monde dit, c'est celui-là qu'il faut vous preniez parce que c'est lui qui est maintenant qui a aucune faiblesse. Chaque produit, présentement, a des faiblesses. Celui de Microsoft aussi. Smart Beer a ses faiblesses. Les produits de Telerik, que j'oublie. C'est quoi le nom du produit de Telerik, donc? Il y a le mot test, en tout cas, dedans. Ça, c'est sûr. Donc, de toute façon, si vous tapez test Telerik, vous allez le trouver en 2 temps, 3 mouvements. Juste en dessous de Kendo UI. Là. Puis, grosso modo, l'idée étant que chaque produit présentement, puis là, il y a un peu une course. Parce que c'est le premier qui va réussir à s'établir puis va avoir le plus de fonctionnalités qui potentiellement va... Puis encore là, dans ce marché-là, ça va être un quasi-monopole. Il va pas avoir 25 joueurs, il va avoir 2-3 joueurs. Un qui va avoir 40% de part de marché, puis les 2 autres qui vont suivre après. C'est souvent les conditions qui arrivent. Donc, tout le monde voudrait devenir le leader du marché. Puis puis là, les prochaines années vont décider qu'est-ce qui va se passer avec ça. L'important pour nos auditeurs, c'est de se rendre compte que l'automatisation des tests, c'est plus une fiction, c'est une réalité, là. Moi, j'aimerais revenir sur quelque chose que tu as différé un petit peu tout à l'heure, les fameuses grilles. Oui. Donc, tu nous disais que la grille, elle virtualise ces informations. Oui. Puis ça cause un problème. C'est clair. Présentement, je vous dirais, la plupart des fenêtres que vous allez faire, si c'est des fenêtres faciles dans lesquelles, dans votre XAML, on va prendre le code WPF, là, dans votre XAML, vous déclarez tous vos contrôles, vous déclarez des petits boutons, vous allez voir, vous êtes capable de setter Automation Properties, Automation ID égale, BTN OK. OK? Ça va bien pour ces contrôles-là. Par contre, une grille, quand tu vas déclarer ta grille, tu vas te rendre compte que tu peux y mettre un Automation ID, mais ça, c'est juste la grille, le gros rectangle. Mm-hmm. OK? Elle, la grille, quand tu y bindes une liste d'employés, on va dire, elle doit virtualiser les rows, elle doit virtualiser les colonnes, les cellules, les contrôles d'édition qui sont dans ces cellules-là. Puis ça peut causer un problème parce que là, il faut que vous commenciez à catcher certains événements ou dans votre templating, dans votre data template, là, être capable de dire, moi, je veux qu'à toutes les fois qu'il y a une row, telle colonne, ça soit un combo box. Puis là, il faut dire, qui aura l'ID un tel. Fait que ça peut être tricky, là. Il y a des beaux petits bindings à setter là-dessus, là. Ou des petites passe-passe à faire si vous faites vos propres user controls. Ça aussi, c'est à y penser. Si vous faites vos propres user controls puis vous voulez que ce soit coded UI compatible, ça peut être ardu. En plus, à mon avis, il y a un autre défi, c'est
on programme pas nos interfaces utilisateurs en une seule technologie. Il y a des gens qui font des applications WPF, il y en a qui font des applications Silverlight, il y en a qui font des bonnes vieilles applications en Windows Form. Ouais. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui font des applications web. Donc, ces technologies-là, est-ce que ça supporte toutes ces plateformes-là? Oui, ça supporte WinForms, ASP, ça supporte WPF. Silverlight, je suis pas sûr. J'ai une slide que je pourrais regarder. Mais Silverlight, à l'intérieur du browser, oui, mais out of browser, out of browser, non. Je pense que c'est non. Hein. Donc, effectivement. Comme IE6, IE7, non. Non, IE6, non. IE7, oui. Des choses comme ça. Là. Mais puis quand on parle de web, est-ce que ça fonctionne bien quand tu utilises du Ajax, pas du Ajax, mais du JavaScript, jQuery, pis ces choses-là? Parce que je pense que ça repose beaucoup sur l'enregistrement des commandes HTTP et tout. Hein, c'est pas. Ben là, c'est plus du UI là. C'est ça, effectivement. C'est vraiment du trafic HTTP là qu'il faut que tu interceptes là. C'est d'autres défis là. Ben, à mon avis, ils n'auront pas le choix aussi d'embarquer dans le code JavaScript à un moment donné pour être capable de pouvoir manipuler le DOM dans ta page web. Sinon, tu ne seras pas capable de faire des bonnes assertions. Oui, mais on pourrait dire aussi que si j'ai une fenêtre WPF ou Windows Form, puis je fais un appel à la base de données, il faudrait que l'engin puisse intercepter les cas à la base de données. Je pense pas, là. Je pense que c'est un petit peu la même analogie qu'on peut prendre avec jQuery. On fait un call HTTP, le résultat arrive, puis il est affiché à l'écran. C'est ça qu'il faut tester. Mais de toute façon, quand tu fais l'inspection dans ta page, oui, il va quand même trouver toute ton arborescence de ton DOM. Puis là, il va te dire, moi, je veux ce textbox-là, c'est ce contenu-là, parce que tu fais toujours les tests dans le UI, tu regardes jamais ce qu'il y a en arrière, ce qu'il y a en dessous. Tu essaies toujours de retrouver tes contrôles. Tous tes contrôles, quand ils sont enregistrés, puis que tu demandes une génération, soit par MTM ou par le Coded UI Test Builder, ça te crée un fichier de mapping un peu, un fichier UI map. Là. Mais là, Vincent, tous tes contrôles sont là. Tu as dit, c'est beau, ça supporte pas mal toutes les technologies. Sauf que moi, je connais peu d'organisations où est-ce qu'on utilise juste les contrôles natifs de Microsoft. On a tous des contrôles de tiers parties, que ce soit les contrôles de Telerik, d'Infragistique, de Component One, puis là, j'en passe. Donc, toutes ces DevExpress et compagnie. Si tous ces gens-là veulent embarquer aussi dans le marché des outils de test, est-ce qu'il faut en déduire que dès qu'on prend une librairie, on est un peu foutu parce qu'on ne sera pas capable d'automatiser les tests? Non, vraiment pas. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que ils n'ont pas codé ce qu'il faut pour être 100% compatible. Nous, dans notre projet, on utilise une librairie third-party, puis certains contrôles de cette librairie-là, et puis ils fonctionnent bien en code de UI test. Mais d'autres ne fonctionnent pas. Donc, il faut que tu codes le petit bout, là, puis pour les gens qui écoutent puis qui se demandent ce qui manque, allez chercher sur le web Automation Peer. Vous allez savoir quel genre de classe créer pour, disons, dire à l'engin d'automation comment votre contrôle supporte un copier-coller ou un set de valeurs. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que, dépendant des contrôles que j'ai, je vais avoir une mécanique où je vais être capable de faire une autre librairie dynamique. Puis selon la convention de nommage et tout, il va savoir dire OK, ça c'est une extension à mon contrôle pour que la fameuse automatisation sache comment retrouver par exemple l'ID. Ouais. Puis donc c'est ce code-là que tu vas faire. Ce code-là va faire du faire. J'imagine qu'il va falloir que tu implémentes des interfaces. Ouais, exactement, c'est par interface. Les automation peers, c'est par interface. Mais là, ça se peut-tu que nos testeurs ils soient un peu non, ça demande des développeurs. Là, c'est les devs. Mais ça, est-ce que c'est une seule étape à faire au début ou c'est pour chacun des tests? Ça, c'est une seule affaire. Le contrôle UI doit supporter ça. Nous, on a fait un combo box nous-mêmes, Fujitsu, puis notre combo box a son propre automation peer, puis il sait répondre à MTM, puis dire OK, c'est beau, j'ai compris que tu m'as set une valeur, puis si tu me la redemandes, la valeur, il faut t'appeler ta propriété. Donc, c'est un one-shot. C'est un one-shot. OK, donc après ça, le testeur, lui, c'est transparent pour lui. C'est transparent pour lui. OK. À part quand tu l'as oublié. Mais il faut quand même être conscient. Si on veut commencer à faire de l'automatisation, il y a peut-être un coût aussi qui va être de créer toutes ces automation peers-là pour être sûr que tous les contrôles qu'on utilise dans notre interface utilisateur soient bien supportés. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en 2012, c'est sûr que les compagnies continuent à investir, que ce soit les Smart Beer, les Microsoft, donc pour rendre leur outil de plus en plus intéressant, donc moins de coûts initiaux comme ça, mais reste que c'est quand même un coût qu'on faut être prêt à l'absorber aussi. Mais tu vois, nous autres, on n'a pas eu beaucoup ce problème-là. Jusqu'à date, ce qu'ils disent, c'est que
Ça devrait le supporter. S'il y a des scénarios qui ne sont pas supportés, tu dois le coder toi-même. Mais on utilise quelques contrôles de la Donc, c'est compagnie. arrivé moins de 10% du temps? C'est même pas arrivé encore. Là. Ah non? On a utilisé ce contrôle-là, puis ça n'a pas marché. Non. Les seules fois que ça n'a pas marché, c'est quand on a créé nos propres contrôles. Ah, OK. OK? Puis tous les contrôles de base de Windows fonctionnent déjà avec ça. Là. Ah, c'est sûr que les contrôleurs Microsoft fonctionnent, ça, c'est clair. En tout cas, Microsoft n'aurait pas intérêt trop à pas supporter leurs produits eux-mêmes. C'est clair. Vincent, il y a un point que j'aimerais revenir avec toi, c'est sur les fameuses assertions. C'est-à-dire, quand on automatise notre test, à un moment donné, on veut vérifier que la valeur attendue dans un contrôle, c'est le bon. Puis ça, souvent, on s'appelait faire une assertion quand on fait un test unitaire, puis on a réutilisé la même mécanique dans nos tests codés, c'est-à-dire que on va créer une assertion. Puis là, il y a toute une façon de faire ça avec les codes de UI test. Souvent, les gens vont parler de faire un UI map ou mapper finalement ton interface utilisateur. Tu peux-tu brièvement donner un peu qu'est-ce qu'on a à comprendre de ça, les UI maps? Ben, bref, le UI map, quand vous dites que vous voulez créer un nouveau coded UI test, que ce soit à partir d'un strip déjà existant qui a été enregistré par un testeur ou à partir d'un enregistrement que vous allez aller faire là, live, puis qui ne sera pas sauvegardé nulle part, ça va en bout de ligne créer un fichier là, à la designer common form, là, donc un fichier .designer.cs, puis un fichier que vous pouvez modifier, lui. Okay. Modifier gmail.designer.cs, évidemment. Puis là-dedans, il va avoir mis les références à tous les contrôles qui ont été touchés pendant Donc, ton ça va enregistrement. sortir en extension UI map, ce fichier-là? Oui. Mais tu peux changer ça. Il y a des moyens de changer ça et de renommer différemment là, pour pouvoir utiliser plusieurs UI maps. Parce que vous vous doutez bien que si j'ai 4000 tests, comme dans mon cas, où est-ce que là, il enregistre les contrôles qui sont touchés dans tous mes écrans puis qui met tout ça dans un fichier, bien, je vais avoir un fichier monstrueux qui va être plus maintenant à m'amener. Là. Donc là, c'est une bonne pratique, je vous dirais, moi, de couper vos UI maps. Mais c'est quoi qu'il y a dans un UI map? Il y a les références à tous tes contrôles. Si j'avais un bouton... C'est un là, XML, finalement? en dessous, oui. OK. Mais ce que tu vois dans le designer, toi, tu vois, ben ça dépend. Il y a des tools pour je pense que les Power Tools 2 ont comme un petit éditeur pour ça, là. Mm-hmm. Mais à la base, c'est tout simplement du code. OK? C'est du code C#. Fait que tu vas pouvoir avoir bouton OK, il va être nommé dans le code, puis il va être référencé, puis il va essayer de le retrouver. Tu vas avoir tout ce code-là qui est généré pour toi, puis c'est ça que tu utilises. C'est des fonctions qu'il a créées pour toi. Trouver bouton OK. Ah! Quand tu veux retrouver le bouton OK, tu appelles ça. Donc, pour que quand toi, tu lis ton code, que ça soit plus facilement compréhensible, donc il te fait toutes ces fameuses fonctions helper-là, puis il a tout caché ça, un peu comme quand je travaillais avec une interface utilisateur, on me cachait tout le code qui était généré, puis on me gardait juste le code que moi, j'avais rajouté. Bon, on veut faire ça ici. On cache ce code-là. Typiquement, si tu as passé par MTM, il va prendre chacune des étapes que tu as nommées dans ton test case, genre ouvrir l'application, démarrer la fonctionnalité A, puis cliquer sur le bouton B. Là. Ben, ces 3 étapes-là, chaque étape va devenir une fonction dans ton code qui va contenir un bout de code à rouler. Donc, démarrer l'application, ça va être une espèce de shell de hello.exe. Puis, donc là, c'est intéressant. La fonctionnalité, ça va être recherche le contrôle, essaie de voir dans le Visual Tree un contrôle qui a l'automatisation ID bouton X. Mais ça veut-tu dire, Vincent, que supposons que j'avais 20 étapes, que moi, quand je vais ouvrir mon projet de test, je vais avoir 20 méthodes qui sont appelées, une méthode par étape. À peu près. Donc, ça veut dire que à un moment donné, je me rends compte que c'est pas... Il y a une partie qu'il faut que... Je voudrais refaire le test, mais que c'est juste une étape. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est réenregistrer cette étape-là, la sauvegarder avec ce nom-là, puis venir plugger le code, ou c'est plus compliqué que ça? Avec le Coded UI Test Builder, oui, effectivement, tu pourrais faire ça. Moi, j'appelle ça fixer une run, finalement. C'est que tu as enregistré quelque chose, puis il y a peut-être juste une petite affaire qui t'achale, puis tu ne veux pas te réenregistrer. Il faut que tu comprennes, par contre, Mario, que si tu décides de fixer la finalité, le Coded UI Test, bien, ton enregistrement original, lui, de MTM, il n'est pas fixé, là. Mm-hmm. Donc là, il va toujours rester, disons, erroné. Donc, si plus tard, tu dois réécrire ton Coded UI Test, puis tu repars de ce strip-là, il va te générer le code non fixé. OK. Donc là, souvent, selon la gravité de l'erreur, moi, j'aime mieux réenregistrer. Donc, c'est ça. Si c'est juste peut-être que tu le fixes, mais sinon, si tu dis, bon, regarde, ça va me prendre 20 minutes, mais je réenregistre tout, puis là, j'ai un bon recording pour la postérité. Ton expérience, là, ça fait combien de mois là, que vous utilisez ça? 4 mois, peut-être. 4-5 mois. Donc là, c'est quoi que tu as appris ou quels sont les trucs que tu aimerais partager avec les auditeurs pour dire, regarde, si vous voulez faire ça, là,
quelques petits trucs qui vont peut-être sauver bien du temps. Effectivement. Bon, premièrement, il y a des petits bugs dans ce produit-là, comme tous les produits de toutes les bugs, compagnies. Là, il y en a moins en 2012, mais ceux qui ont commencé en 2010, là, c'était un peu ardu. Hein? Effectivement. Là, ce que je vais donner, c'est un petit truc pour 2010, parce que j'ai l'impression qu'en 2012, ils ont pris les mêmes défauts, là, si je me rappelle bien, mais il faut quand même l'augmenter le défaut parce qu'il est passé. Là. On connaît l'histoire. Hein? C'est un produit Microsoft, la version 1, plein de bugs. Absolument, c'est un produit que faut vraiment que tu aies une grosse souffrance pour décider d'utiliser. Plein de bugs ou la version 2, absolument, le produit commence à avoir de l'allure et c'est toujours la version 3 qui a une forte adoption. La version 2012, c'est la version 2 des tests automatisés. Et là, malheureusement, Microsoft, je dis malheureusement, je devrais dire heureusement, Microsoft feront plus des livraisons tous les 2 ans. Ils font des livraisons maintenant tous les 4 mois. Donc, on peut s'attendre que la version 3, là, il y a une première livraison là, déjà dans quelques semaines, il va y avoir une livraison qui vient complémenter la version 2012, même si le produit de 2012 a été lancé il y a juste 2-3 semaines. Et après ça, il y a 4 mois, il va y avoir des nouvelles livraisons, un peu comme les fabricants de composantes ont toujours des nouvelles livraisons. Donc, on peut s'attendre que d'ici un an, la version 3 des tests automatisés va être sur le marché, puis il y aura presque plus de raisons pour le marché de ne pas l'adopter parce que le produit va devenir très, très, très stable. Ouais. Mais comme tu disais, dans 2010, il y avait quelques petits bugs. Je vous dirais qu'en 2010, une des premières choses à faire, c'est d'installer un hotfix. C'est un KB, là. Le KB 2544407. Tu m'enverras le lien, puis on va le mettre sur la page. Ça, c'est présentement Microsoft pour simplifier leur recherche dans le Visual Tree de contrôle virtualisé, donc une grille. Ils se sont dit à combien de niveaux de virtualisation on arrête de chercher. Donc, la grille virtualise une row, qui virtualise une colonne, une cell, un combo. Puis, ils ont arrêté à 2 niveaux. Fait que là, la grille qui virtualise une row, c'est le premier niveau. Après ça, ça virtualise une cell, c'est le deuxième niveau. Fait que si t'as rien que des grilles flat qui écrivent dans des cells, t'es correct. Mais dès que tu rajoutes des contrôles dedans, ça marche plus. Okay? Donc, il faut installer un KB qui te permet de jouer avec tes apps config puis d'avoir une petite switch. Là. Nous autres, on a mis ça, on s'est pas cassé la tête, on a mis ça à 20. Là. On a dit, mets 20 niveaux, là, puis au pire aller, mon test, ça sera lent juste s'il a à chercher jusqu'à 20. Parce que s'il le trouve avant, il arrête. Okay. Donc, ça serait le premier petit truc. Deuxième petit truc, ça serait, encore une fois, dans la app config de ton codeduitestbuilder.exe.config ou de ton Microsoft Test Manager.exe.config, aller changer 2 petites switches là, qui sont à la fin du app config, que je ne me rappelle plus du nom, mais vous allez le voir assez vite. Là. C'est genre Enable Tracing avec un niveau 0 à 4. 4 étant verbose, moi je vous dirais... non, Enable Tracing, c'est true-false. Mais Trace Level, allez mettre ça à 4. Okay, parce que c'est pas bavard du tout, MTM. Quand ça comprend pas ce qui se passe, là, par défaut, il est à 0. Là, genre, je log pas, puis je te dis pas rien, puis essaie de trouver ce qui se passe. Là. Fait que moi, je vous conseillerais d'aller mettre ça à verbose. Puis ça va créer des screenshots de quand il s'attend. Disons que tu cliques sur un bouton, puis tu as oublié de mettre l'Automation ID, puis tu cliques sur un bouton, ça fait une action. Puis lui, il s'attend à retrouver un contrôle attaché à ça. Puis s'il n'en trouve pas, il prend un screenshot, puis il te dit, j'ai pas réussi à trouver le contrôle qui se trouve à... Puis il te montre tout le visual parent. Il dit fenêtre, border, grille, combo dans la grille. Il dit ça, là, je ne retrouverai plus jamais ça. Tu as cliqué là-dessus, mais je ne pourrai plus jamais le retrouver. Fait que ça, ce log-là va être dans C users, votre user, app data, local, temp. Puis là, ben, c'est un folder temp. Fait que là, c'est soit... Je pense que la convention, c'est bon comme le temps que tu en as besoin pour le débugger. 2 ou 3, là, ça change tout le temps. Là, mais bref, ils vont être là, vos logs. Puis ces logs-là, ça parle beaucoup. OK. Donc, c'est important d'enabler ça. Troisième gotcha, je vous parle depuis tout à l'heure d'Automation ID, qui est la façon préférée de l'engin de retrouver vos contrôles. Cassez-vous pas la tête, là. À essayer de trouver quel contrôle je clique, puis sur lequel je vais vouloir asserter. Dès que vous déclarez un contrôle dans XAML, mettez-y un Automation ID. Ouais. Okay? Il faut qu'il soit unique par niveau de parent virtuel. Niveau de parent visuel. Mais là, donc, si j'ai mis un ID juste dans mon XAML, il va-tu s'en servir pour l'Automation ID ou c'est un autre tag qu'il faut que j'utilise? Non, si tu utilises automationproperties.automation ID, puis tu mets BTN OK, ben ça devient son nom. Automation ID. C'est pas son nom au contrôle. C'est pas le name ou le Xname que tu as seté. C'est une autre propriété. OK. Puis ce qui est important de mentionner, c'est justement qu'il faut qu'il soit unique par parent visuel. Donc, si tu as un panel dans lequel tu as 2 boutons, ils ne peuvent pas tous les 2 s'appeler BTN. OK. Il y en a un qu'il faut que s'appelle BTN1, l'autre BTN2. Mais par contre, si tu as un panel dans lequel tu as un bouton, tu peux l'appeler BTN.
Puis, dans le panel, tu as un autre panel qui a un autre bouton. Lui aussi, tu peux l'appeler BTN. OK? Ça, c'est pas pareil. Finalement, Donc, c'est qu'à la même hiérarchie, ils peuvent pas avoir le même ID, C'est ça. mais si la hiérarchie est différente, les ID Ouais. peuvent se répliquer un peu comme dans n'importe quel XML. Exactement. Puis, tu sais, je vous dirais que la difficulté est dans les éléments virtualisés parce que cet Automation ID-là, il doit rester toujours le même. Du moment que tu as enregistré au moment où tu veux replayer. Donc, comment tu fais pour t'assurer que la row numéro 3 dans une liste de provinces, tu vas être tout le temps capable de la retrouver puis ça va être tout le temps Québec? Quel Automation ID faut-tu mettre là? Bien, c'est sûr que dans ton data template, il va falloir que tu les dises par un binding ou quoi que ce soit. Là, Automation ID égale à... Puis nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est quand c'est un combo box, ben, tu mets la propriété description qui serait, mettons, Québec. OK. Fait que là, tu es sûr que tu as cliqué sur Québec, puis quand ça va reloader, Québec, il faut qu'il soit encore là, sinon ça ne sera pas retrouvé puis ça va failer. Là. Mais ça, c'est toutes des petites affaires auxquelles les devs, il faut qu'ils pensent. Le dev, là, c'est plus assez de juste dire voici ce que je veux afficher, c'est aussi voici ce que je veux C'est un tester. bon point que tu amènes, c'est que ça peut pas juste être une décision d'équipe de test qui dit nous autres, on veut mettre ça en place. Faut qu'il y ait aussi un buy-in ou en tout cas un achat par l'équipe de développement qui dise on va aider nos testeurs en mettant les bons tags quand il faut mettre les bons tags, venez aider quand il y a une réflexion au niveau de l'architecture. Tout à fait. Donc c'est un travail d'équipe, c'est plus Tout à fait. Nous autres, on commence par les aider au début, là. OK? Puis après ça, c'est eux qui vont nous aider avec le fait que les codes de UI tests sont automatisés et tout. Là, moi, je préfère de beaucoup savoir le soir que j'ai brisé de quoi plutôt que de le savoir dans 2 semaines en faisant des tests manuels. OK. Puis dernier petit gotcha que je vous dirais, c'est si vous utilisez MTM, soyez attentif dans le coin bas de MTM, il y a un petit label qui dit Recorded Step. Ouvrez cette zone-là, puis ça va vous montrer chacune des étapes que vous faites à l'écran s'il a bien compris c'était quoi l'étape. OK? Vous allez cliquer sur un bouton. S'il y a un Automation ID, il va te dire tu as cliqué sur BTN1. Il va te le dire. S'il n'y a pas d'Automation ID, il va apparaître un beau petit triangle jaune, puis il va te dire tu as cliqué quelque part, mais je ne serai plus jamais capable de le retrouver. Donc là, dès qu'un testeur voit ça, c'est important qu'il vienne voir les devs. Lui, ce qu'il fait dans ce temps-là, quand il dit tu as cliqué quelque part, là, il va aller juste chercher les coordonnées physiques, des pixels à dire c'est ta position telle. Oui, mais ça, tu ne veux pas te fier à ça. Tu ne veux pas te fier à ça, mais ça, bien mal pris, ça peut être aussi une façon. Mais sauf que là, c'est comme tu refais des tests comme des années 90 avec toute la fragilité qu'on y avait. D'ailleurs, ça peut être la seule façon que tu as de retrouver des contrôles. Si tu testes une application, je sais pas moi, Delphi, ça pourrait être ça. Là. Tu pourrais dire, tu n'auras pas d'Automation ID, mais tu vas avoir la position. Donc ça fait le tour des petits trucs du métier. En terminant, Vincent, as-tu un blog, quelque chose que tu aimerais recommander à nos auditeurs, que ça peut être juste un livre? C'est sûr que si vous vous lancez dans le Code UI Test, je vous recommande d'aller lire le Automation Guide pour Visual Studio 2010 Coded UI. Si vous allez dans Bing, vous tapez Automation Guidance, on va mettre le lien, nous autres. Là. Mettez le lien, là. C'est un document que Microsoft a produit sur toutes les bonnes pratiques qu'il faudrait que tu suives, puis tout comment ça marche. C'est assez fastidieux à lire, mais ça va au moins vous montrer l'effort à mettre, à prendre en considération avant de vous lancer là-dedans. Puis moi, en terminant, j'ai une petite question pour toi. Oui. Toi, est-ce que tu envisagerais des nouveaux projets sans test automatisé? Honnêtement, là, à partir du moment où je vais m'être cassé les dents avec tous ces petits problèmes-là, là, non. Je le rendrai maintenant comme un... Parce que, comme je vous disais, on va de toute façon demander à nos testeurs de cliquer dans l'application. Pourquoi se passer du fait qu'on voudrait l'enregistrer? Moi, c'est une carte. J'ai une autre question en terminant pour toi à ce moment-là. Maintenant que tu as connu les tests automatisés avec les codes de UI tests, dans les prochains projets, est-ce que tu envisages, tu sais, c'est la question de base, est-ce que tu envisages réutiliser ça? Est-ce que l'expérience était assez positive pour dire je vais aller de l'avant? Mais présentement, avec ce qu'on voit comme possibilité, là, que je n'ai pas encore totalement tout automatisé 2000 cas de test, là, mais ça serait jusqu'à date, oui. Parce que là, on s'est cassé les dents, on a investi le temps là, pour trouver tous les petits gotchas, toutes les petites façons de fonctionner. Puis je pense vraiment que si je peux le recommander, je le ferai là, pour le prochain projet. Là. Ne serait-ce que pour la régression ou parce que, dans le fond, on va quand même demander à nos testeurs d'utiliser un logiciel puis de mettre des étapes. Fait que pourquoi pas cocher la petite case enregistrée, s'il vous plaît, puis après ça, dire on décidera si plus tard on veut automatiser ou non. Parce que rappelez-vous que automatiser, c'est une chose, mais enregistrer, ça vous permet de faire les replays pour les bugs. Ouais. Déjà là, c'est... L'analogie qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, maintenant en 2012, on peut difficilement imaginer une équipe qui n'aurait pas au moins des constructions automatisées, que ça soit au minimum un build de nuit,
au mieux une intégration continue. Les équipes ont toutes compris les bénéfices de ça, puis quand tu leur demandes un coup qu'ils ont goûté, est-ce que tu veux retourner comme avant? Ils disent non. Il y a eu une petite courbe d'apprentissage, mais maintenant, on le met en place dans chaque nouveau projet. Les tests automatisés, c'est probablement ça. C'est qu'il y a une petite courbe d'apprentissage au début, mais un coup, tu y as goûté, c'est un peu comme la télévision couleur. Tu veux plus retourner à la télévision noir et blanc. Hein? C'est ça. Trop de bénéfices. Ben écoute, Vincent, je te remercie beaucoup. Nous, on va faire la pause, puis ça va être les actualités. Les actualités avec Guy Barrette. Oui, plusieurs petites choses aujourd'hui. Souvent, je donne des nouvelles, des courtes nouvelles où il y a des développements à Azure. On a beaucoup de, il y a beaucoup de développements. On sent, Guy, que tu te préoccupes beaucoup de tout ce qui touche Azure, parce que ce qui ça est fait partie intéressant beaucoup aussi, de tes nouvelles. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont sur un mode de sont pas sur un mode de release là à tous les ans, on fait un gros release là. À tous les 2-3 mois là, il y a quelque chose de nouveau, donc c'est intéressant. Puis bon, cette semaine ils ont annoncé plusieurs petites choses, des changements au niveau du portail, des changements au niveau de l'importation des puis de l'exportation des bases de données SQL. Plein de petites choses qui étaient peut-être des irritants là, qui sont en train de corriger. Donc on voit vraiment que il faut pour ceux qui font du développement Azure, faut tout le temps garder un œil sur les nouveautés là, sur les par exemple le blog de Scott Guthrie. Ça c'est le nouveau Microsoft à quelque part de faire des livraisons avec des rythmes beaucoup plus courts. On n'est plus là dans le cycle des livraisons à tous les 2 ans là. Donc, ça, c'est du côté Azure. Du côté des langages, Microsoft a annoncé un nouveau langage, TypeScript. C'est pas un langage. Ben, en fait... c'est de l'intelligence pour JavaScript. Ouais. C'est du méta... C'est une méta... Comment on peut dire? C'est un méta-langage par-dessus JavaScript. Mais, ben, en tout cas, moi, il y a le monde qui dit qu'on compare ça avec CoffeeScript ou des choses comme ça. Je dis même pas, c'est juste... la documentation pour que Microsoft soit capable de faire de l'intelligence sur JavaScript, puis là, ben, ils ont décidé d'appeler ça TypeScript, puis là, ça a fait une... Ben, en fait, c'est plus que ça, là. C'est que, ce qu'ils disent, là, c'est que la définition, c'est, TypeScript it's a type superset of JavaScript that compiles to normal JavaScript. Ça veut dire que tu es dans ton environnement TypeScript, tu peux faire des classes, tu peux faire tu peux utiliser finalement un langage JavaScript qui est fortement typé. Puis ensuite, quand tu vas compiler, ça va générer du JavaScript standard, cross-platform, cross-browser. Mais c'est ça, la seule grosse différence, c'est que il va avoir tes objets, tu vas avoir des classes, donc il va savoir c'est quoi les méthodes attendues. Oui. Mais ça n'existe pas en JavaScript. Ben non, parce que c'est un langage dynamique. Donc, ils font juste aller chercher des forces de langage typés pour les rajouter. D'ailleurs, pourquoi le mot TypeScript? Oui. Mais c'est du JavaScript. Ça t'apprend pas de nouvelle nomenclature de JavaScript. Non, parce que là, toutes tes librairies comme jQuery, par exemple, ça fonctionne tel quel. Ça fonctionne tel quel sans problème, là. Donc, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est avec le peu de fanfare qui ont annoncé ça, parce que quand même, il y a 2 personnes qui sont des fellows chez Microsoft qui ont travaillé sur ce projet-là. Il y a Gamma, qui fait, tu sais, la Gamma, Gang des Four, Gang des Four, Gang of Four. Un des 4 écrivains de ce fameux livre-là sur les design patterns. Exactement. Puis Herzberg. Qui est l'inventeur du langage C#. C#. Donc, il y a quand même 2 personnes assez calées qui ont travaillé là-dessus. Puis, il a annoncé ça comme ça, là, une journée, là, pouf. Un blog, une vidéo sur Channel 9, puis un petit site web, là. Faut dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives depuis au moins un an pour faire justement des langages qui viennent qui rajoutent des couches d'abstraction par-dessus JavaScript. Je pense à CoffeeScript et tous ces langages-là. En fait, la critique qu'on voit sur le web, c'est ben là, pourquoi Microsoft vous réinventez la roue, là? Ça existe déjà ailleurs.
Sauf que la grosse différence, moi, que je trouve, c'est que Microsoft n'a pas décidé de changer la syntaxe. Ils ont juste fourni ce qu'il faut pour que l'outillage soit capable de travailler comme si c'était un langage fortement typé. Parce que pour quelqu'un comme Gamma puis Herzberg, ces gens-là reconnaissent la force et l'importance d'être capable de typer tes types. Le langage dynamique, là, si t'as aucun type, là, ça veut dire que ça ne sert plus à rien d'avoir un compilateur. Donc, parce que la seule façon de pouvoir vérifier, c'est de rouler tes tests. Les tests unitaires deviennent ton compilateur. Là, eux cherchent une façon pour que les outils soient un peu plus intelligents que la JavaScript parce que, bon, faut pas se leurrer, JavaScript est là pour rester. Mais le besoin est venu à l'interne chez Microsoft, là. Les équipes d'Office 365, les équipes de Bing. Tout le monde qui fait du web et travaille en JavaScript à journée longue. C'est ça. Il y avait un peu de souffrance. Il était tanné que ça plante à l'exécution. Ils vont dire, on peut-tu avoir un compilateur qui va nous faire dire que les bugs arrivent avant qu'on les voit dans le... Moi, je peux vous dire, j'ai été à un moment donné dans une équipe où est-ce qu'on faisait du small talk il y a très longtemps. Puis c'est fait fabuleux, le small talk. Beau langage orienté objet, mais c'est un langage dynamique. Et les bugs, on les trouvait toujours juste à l'exécution. Puis à l'époque, c'est pas pour rien que les premiers engins pour faire des tests unitaires sont apparus en Smalltalk. Pourquoi? Parce que c'est la façon de se protéger, c'est que tu veux rouler des tests parce que tu veux que ça te plante des mains, pas devant le client. Puis moi, je pourrais avoir l'application qui m'a planté des fois devant le client quand tu fais des démos, t'as l'air fou un peu. Mais c'est ça le plaisir et le bonheur du langage dynamique, c'est... tu peux pas savoir à l'exécution, avant l'exécution si tu as des problèmes de typecast, des choses comme ça. Mais je reviens sur la sortie sans trop de fanfare de cette annonce-là. La conférence Build a lieu pour les développeurs, a lieu à la fin du mois. Oui, il aurait pu attendre, hein? C'est comme... Mais je pense que ça aurait interféré peut-être avec le message de... Parce que le message de Build, là, moi, je pense que ça va se résumer à « S'il vous plaît, faites-nous beaucoup d'applications pour mettre dans le magasin parce qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'applications. » Puis ça va être plus un pitch de vente pour du casset de convaincre les développeurs de développer des applications. Je suis un peu sarcastique, là. Ouais. Ceux qui écoutent l'émission vont me reconnaître. Mais bon, je pense que c'est des équipes différentes, là. Oui. Build, c'est chaud Sinofsky, là, Windows. Bon. On l'a toujours dit, c'est au moins 4 compagnies dans une, Microsoft. Ouais. Puis, bon, suite à ça, il y a effectivement le lancement de Windows 8 le 25 octobre, puis le lancement de Windows Phone 8 le 29 octobre. Mm-hmm. Encore là, pourquoi ils font pas toute une grosse fanfare là, comme ils font chez Apple là, avec un gros chez Apple, t'as une messe annuelle là, où tout le monde suit. Ben, ils font plus ça vraiment là. Regarde, ils vont annoncer le mini une semaine avant Microsoft juste pour couper l'herbe sur le pied de Microsoft. Mais bon, donc, on dirait que les annonces sont moins... Ben, faut aussi dire maintenant avec le monde virtuel dans lequel on est, tu sais, faire une grosse messe, le monde se déplace plus là pour les messes. Non, mais au moins une grosse annonce là, c'est quelque chose avec du jus là, du gras, de la viande là. Ben, machin de langue dirait, bon. Ben donnez-nous des surfaces, lâchez d'annoncer, puis donnez-nous un produit qu'on l'utilise, puis ça va faire la job. Hey, en parlant je viens de mentionner les Windows Phone 8, on a appris que le Nokia Lumia 920 le beau téléphone de Nokia allait être à exclusivité chez Rogers au Canada. Ah. Ça, c'est plate. Ben, ça pas sûrement très longtemps parce que... Ouais, il doit avoir une... Bon, on se cachera pas, il y a quand même pas 3 millions de personnes qui vont attendre en ligne pour s'acheter un Lumia 920, hein? Non. Donc, puis encore là, ça, c'est tout le défi. Maintenant, il y a tellement de types d'ordinateurs, de téléphones et tout, que ça existe, en tout cas, d'avoir un produit unique que tout le monde a, comme un produit comme Apple iPhone 5, c'est les derniers produits où tu vas avoir des grosses masses d'utilisateurs. Le marché va être tellement segmenté que de moins en moins, on va avoir comme un produit unique. C'est un peu comme aujourd'hui des laptops. Le marché est très segmenté. T'as pas le laptop, tu choisis ton laptop. Puis maintenant, avec les ultra-portables, les tablettes et tout, donc c'est un peu comme se demander, tu sais, pour les vêtements, est-ce que le monde porte tout le même morceau de linge? Dans les années 67, peut-être tout le monde portait le même jeans, mais là, c'est plus la réalité. Mais bien malin, qui peut prévoir ce qui va se passer dans les 12 à 18 prochains mois? Tout à fait. Puis encore moins quelqu'un comme moi, parce que souvent, quand on est trop dedans, on a de la misère à voir vraiment clairement ce qui s'en vient.
Alors, c'était des petites nouvelles. Ben, merci bien. Écoute, Vincent, on te remercie encore. Ouais. C'était un plaisir. Ouais. Puis ben nous, on va souhaiter de bonne programmation à nos auditeurs et on vous revoit en début novembre. La prochaine émission, on va parler, Guy, justement, du lancement de Windows 8 et de ce que ça veut dire. Tu sais, on a une connaissance qui va venir nous faire une analyse de son interprétation à lui de toute la stratégie Microsoft, pas juste Windows 8, mais les produits Office, les Skype, tout l'écosystème se tient il ensemble. comprend tout ça, là. Il va Il y a pouvoir nous une positionner vision. tout ça. Il y a une vision, puis il veut en Alright. partager ça avec nous, puis donc on va le partager avec nos auditeurs. Je vais être heureux d'apprendre Donc, qu'est-ce que... c'est Keith Bourgoin qui va venir discuter avec nous de Parfait. ça. Donc, OK. on vous souhaite bonne programmation. On se revoit dans quelques semaines. Au revoir.